Et nous allons voir que suivant le contexte, suivant donc les différentes complexités donc, de modélisation donc, a priori, nous étions arrivés donc à écrire P de F sachant G pour des cas très simples où les paramètres étaient connus, ou bien P de F sachant G et θ plus exactement lorsqu'il y a des paramètres qui se décrivent. Lorsqu'on chercherait à estimer les paramètres, on avait des situations comme ça. Et on avait aussi des situations où la loi a priori, modélisation a priori, faisait intervenir des variables intermédiaires, des variables cachées. Ces variables cachées-là, des exemples que nous avons donnés, c'était par exemple f sachant z plutôt que z. Et finalement, les situations un peu plus complexes que nous avons étudiées, c'était les situations où on voulait estimer à la fois les variables cachées, à la fois donc, la variable d'intérêt et à la fois les hyperparamètres. Je reviendrai un petit peu donc, de nouveau sur certains de ces détails. Alors, je vous marque ici l'ensemble des sujets, des points que nous avons déjà bien détaillés, c'est ça. Ceci, on va continuer à compléter. Après, l'étape d'après, c'était le choix d'un estimateur. D'un estimateur ou des estimateurs. Et nous avons vu qu'essentiellement, on se limite à maximum a posteriori ou bien espérance a posteriori. Là aussi, je vais compléter un petit peu donc, plus ces points-là. Plus ici donc, pour compléter par la suite. Et les sujets que nous allons plus particulièrement aujourd'hui aborder, ce seraient donc les aspects calcul maintenant. Calcul bayésien. Et aussi donc, les aspects d'implémentation des algorithmes. Et finalement, l'étape, c'est donc le complet, c'est dans de vrais problèmes, il faut valider, validation donc des différents choix. Et ce qui nous amène au sujet de sélection de modèles. Alors, finalement, l'étape finale, c'est analyse des performances. On va voir quels sont les outils. Analyse des performances. On pourrait, par exemple, ici, donc, essayer d'étudier les bornes ou d'autres performances du modèle. Et l'étape qui arriverait souvent aussi par la suite, c'est on a étudié donc un problème dans le détail, on a analysé les performances et on voudrait améliorer l'expérience ou améliorer donc l'appareil et on pourrait arriver à ce qu'on appelle donc la notion donc de plan d'expérience. Par exemple, pour la fabrication d'un nouveau système, d'un nouveau appareil, ou d'autres, comment on va pouvoir l'utiliser, cette méthodologie pour pouvoir aller plus loin. Alors, je vais plus parler donc des deux premiers points. Sur le troisième, et on en avait déjà
commencer à parler, mais je vais reprendre un petit peu donc les choses. C'est pas grave, on va continuer. Donc, je reviens donc sur les compléments, les choses que nous avons vues déjà sur le point numéro 3. Les situations évidemment donc les plus simples, donc c'était lorsque on avait bien défini la loi de G sachant F avec ses paramètres, lorsqu'on avait bien défini la loi de F, la loi a priori, et qu'on est arrivé effectivement donc à la... Et les paramètres θ1 et θ2 étaient connus, et qu'on arrivait à vouloir exprimer ceci, θ étant connu. Et ici, nous avons vu que c'est la règle de Bayes, P de G sachant F et θ1, P de F sachant θ2, et ici P de G sachant θ1 et θ2, j'appelle θ. Bon, pour ça, il n'y avait pas de problème spécifique. On a l'expression ici, on a l'expression ici. Il reste quand même que si on voudrait trouver l'expression exacte donc, de ce terme-là, il faudra pouvoir quand même calculer donc, le dénominateur. Ce dénominateur n'est pas toujours nécessaire, mais je vais écrire ici l'expression donc, du dénominateur, P de G sachant θ, qui est en fait, on parle aussi donc ça de l'évidence donc des paramètres, qui est en fait un terme de normalisation. D'accord ? On verra un petit peu plus loin donc quel usage on va. Bon, sur ce point-là, il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire que si je complète juste l'estimation au sens de maximum a posteriori s'écrivait argument qui maximise ça, P de F sachant G θ, et l'estimateur au sens de espérance a posteriori, c'était l'espérance a posteriori, ça veut dire qu'il fallait être capable de calculer ça. Donc ici, on aurait besoin donc d'une méthode d'optimisation. Et ici, on a besoin d'une méthode d'intégration. Alors, je fais le lien ici avec les aspects calcul. Même dans ce cas le plus simple et le plus élémentaire, nous avons vu que par exemple, pour un cas particulier, cas gaussien, où les lois a priori, ici c'était gaussien, ici c'était gaussien, nous avions vu que la loi a posteriori était gaussien. C'était une gaussienne. Si c'était une gaussienne, donc ce qui signifie que la moyenne c'était F chapeau et sigma chapeau, mais nous avons vu que le calcul de F chapeau et sigma chapeau, bien que ici on avait les expressions de sigma chapeau et les expressions de F chapeau, l'expression de sigma chapeau pour ce problème spécifique, c'était écrit H transpose H plus θ1 qui était donc la variance du bruit sur θ2 qui était la variance de signal d'entrée. Ici, alors j'ai pris donc le cas le plus simple. Et ensuite, ici, on avait cette même expression-là qui était multipliée par H transpose G. Et que même pour ce cas extrêmement simple, calculer donc cette matrice et calculer cette solution-là qu'on a besoin ici pour pouvoir décrire donc, la solution. Alors, pour ce cas particulier, l'avantage, c'était que
les deux solutions map ou bien la solution espérance a posteriori, dans ce cas particulier, était le même et était égal à f chapeau qui est écrit ici. Bon, je pense que on en a déjà discuté, mais juste pour rappeler que même dans ce cas très simple, sachant que f c'est un vecteur de dimension très importante, et sachant que la matrice H est de dimension très importante, le calcul, donc par exemple l'inversion de cette expression, ça peut être extrêmement coûteux. Et nous avons vu que, bon, dans ce cas, qu'on calcule l'espérance, qu'on veut calculer donc la maximisation, dans les deux cas, on peut plutôt pour calculer donc cette expression-là, on fait appel plutôt à des algorithmes d'optimisation. Ça veut dire plutôt, puisque dans cet exemple, l'espérance a posteriori égale map, on avait dit qu'on utiliserait plutôt les techniques d'optimisation et en particulier des algorithmes itératifs à base de gradients. Mais ça, ces algorithmes itératifs à base de gradients, ça nous permettait juste de calculer f chapeau. Et un exemple de situation, c'est que f chapeau, on pouvait l'écrire comme étant argument qui minimiserait un critère, et ce critère était sous la forme de g moins hr plus ce terme-là qui est ici, que je pourrais l'appeler lambda, plus lambda fois f, et qu'on avait mis en œuvre des algorithmes itératifs pour calculer f chapeau. Mais ces algorithmes itératifs, ils nous donnent accès à f chapeau, mais pas à sigma chapeau. Si on voulait réellement caractériser donc la solution, ces algorithmes itératifs ne calculent qu'à la fin ne sortent que f chapeau. Et si on aurait besoin de calculer donc cette matrice, ou bien certains éléments donc de cette matrice est de taille gigantesque, très rarement on a besoin de tous ces éléments pour des problèmes inverses. Hein. Donc, il y a des situations où effectivement on peut appliquer donc, la technique pour des dimensions très faibles dans d'autres applications, mais dans nos applications donc, dans le domaine donc, de traitement d'image ou traitement de signal, le vecteur f étant donc de dimension très importante, la matrice sigma aussi c'est de dimension énorme, et très souvent on peut se contenter donc de calculer juste les éléments diagonaux de cette matrice qui nous permettraient donc de mettre des barres d'erreur sur la solution. Mais même dans ce cas, comme je viens de dire, les aspects mise en œuvre et implémentation deviennent assez problématiques. Imaginez que maintenant, puisque ce point-là on n'en a pas abordé jusque-là, imaginez que maintenant on voudrait aussi essayer de calculer sigma chapeau. Comme je viens de dire, même pouvoir calculer donc les éléments diagonaux de sigma chapeau, ce n'est pas si facile que ça. Et une méthode que je pourrais juste ici ajouter comme complément, c'est d'ailleurs que ça pourrait servir à la fois pour calculer le chapeau et à la fois pour calculer pour sigma chapeau, c'est des méthodes d'échantillonnage. Donc, et mes méthodes d'échantillonnage, autrement dit, l'idée étant que je vais, puisque je sais que la loi a posteriori f va changer, suit une loi gaussienne avec la moyenne qui est f chapeau et la matrice de covariance qui est sigma chapeau, dont les expressions sont ici. Si je pouvais générer des échantillons F1, Fn,
un grand nombre d'échantillons suivant cette loi, alors je pourrais ensuite estimer f chapeau et sigma chapeau. F chapeau, il faut l'estimer comment? En faisant donc une moyenne empirique, je vais approximer, de sigma de sur la somme sur n de f n. Et de même pour sigma chapeau, vous pouviez utiliser donc cette approche-là, qui est f n moins f, moins la f chapeau qui est calculée ici, en nombre au carré. En fait, plus exactement, pour la matrice de covariance, ça étant donc la transpose. Mais évidemment, il faut que ces échantillons soient générés suivant la loi postérieure. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment je peux générer un vecteur aléatoire f suivant une loi gaussienne? Ils sont indépendants ou pas? Ben non, parce que si c'était indépendant, effectivement, donc ça aurait été très simple. Et ici, il y a une matrice de covariance, et cette matrice de covariance, c'est forcément pas diagonale. Donc, c'est pas indépendant. Alors, une chaîne de Markov. comment? Une chaîne de Markov avec à partir d'une loi rand. Alors, il faudra effectivement donc, alors ça, la solution donc de chaîne de Markov. Le problème, c'est que la technique de chaîne de Markov, on peut l'implémenter lorsque cette matrice sigma chapeau, cette matrice qu'on voudrait donc trouver, si cette matrice avait une structure en bande, ça veut dire une sorte de localité, pour que le modèle markovien soit réellement efficace. Alors, deux techniques. Ici, je mentionne donc le cadre général. Premièrement, si technique numéro 1, c'est d'abord générer un vecteur U suivant ça, mais ça c'est facile de le faire, vous êtes d'accord? Un vecteur centré et indépendant, c'est facile à le faire. Et ensuite, il faudra faire la transformation f égale a fois, alors j'ai mis bien f égale a fois u, plus f chapeau. Alors, imaginons que f chapeau, on est calculé donc par cette algorithme itérative. Et ensuite, on pourrait faire ça. D'accord? Et ce serait quoi donc le A à mettre ici? Pour trouver le A qu'il faut mettre ici, il faudra qu'on puisse, voilà, il faudra qu'on puisse faire la décomposition de la forme suivante. Alors, cette technique-là, évidemment, on ne peut pas appliquer donc dans ce cadre-là, parce que ni f chapeau on l'a, ni sigma chapeau on l'a. D'accord? Mais ça, c'est la technique que si on connaissait l'expression, de f chapeau, et si on connaissait donc l'expression ou la forme donc, de la matrice f chapeau et sigma chapeau, alors on aurait pu générer des échantillons. Mais évidemment, pour cette application-là, ceci ne convient pas. Alors, deuxième technique est basée sur une constatation. Revenir ici. Donc on reviendra, disons les problèmes 3 et 4, mais 3, 4, 5, en fait, ils sont tellement liés qu'on ne peut pas parler de l'un sans parler donc des autres facettes. Donc vous voyez qu'ici, même pour le cas le plus simple qui est ici, on voit bien que le choix de l'estimateur peut être important. Bon, dans le cas gaussien, ce n'est pas le cas. Et ensuite, comment calculer donc la solution, c'est un point important.
Donc les 3 points 3, 4 et 5, on va en parler donc simultanément en fait. Donc alors deuxième technique. Alors, je peux vous dire que cette technique-là, nous avions trouvé il y a une dizaine d'années. On l'a utilisé dans pas mal d'applications. Et récemment, il y a eu des statisticiens qui s'intéressaient, ils ont découvert que tiens, on peut faire ça, et qui sont revenus récemment donc, vers nous en disant ben, on aimerait bien donc d'étudier un petit peu plus en détail donc, cette technique. Alors, l'idée était très simple. C'est si je définis deux variables, alors je vais l'appeler x1 et x2. Si je définis donc deux variables, x1 et x2, ou x1 et y1, gardons x1 et x2. La raison pour que je cite ici, c'est pour question de notation. Je vais mettre x et y, tout simplement, parce que j'ai déjà, donc c'est pas nécessaire que je distingue entre un et l'autre, je vais appeler x et y. Si j'appelle ça comme étant d-1, voilà, E1, et ici les données G, donc c'est des vecteurs, hein, les données G plus sigma epsilon fois sigma epsilon qui apparaît donc dans les expressions qui sont là-bas, E2, avec E1 et E2, avec E1, une gaussienne comme ça, et E2 aussi une gaussienne comme ça, et indépendante. On peut montrer que, alors cette démonstration je vous laisse faire, on peut montrer que espérance de x il manque quelque chose. Oui, non, c'est bien ça. On peut montrer que si je remplace, donc si je remplace dans l'équation G égale HF plus epsilon, si je remplace G par Y dans cette équation-là, on peut montrer que dans ce cas, covariance de X, espérance de X, pardon, est égale à F chapeau, et que covariance de X, qui est définie comme ça, alors, covariance de X est égale à sigma chapeau qui est là. Ce qui nous amène à... Alors, je n'ai pas défini encore X c'est quoi. Effectivement, donc c'est ça qui manquait. J'ai défini ici X. Alors, il y a un système de notation, il faudra que je... Alors, c'est bien ça, donc on va mettre X1 et X2, et je vais définir maintenant X qui est sigma chapeau fois... Alors, ça c'était pour le cas plus général que le cas identité, mais donc ici pour le cas identité, je vais définir X1 plus 1 sur sigma epsilon 2 H transpose donc X2. Bon, je reviens sur ma... Désolé.
avec cette définition de x que je viens d'écrire ici, on peut montrer que l'espérance de x est égale à ça et covariance de x est égale à sigma chapeau. Ce qui nous ramène finalement à dire que ce qu'il faut faire, c'est les relations, je l'avais écrit pour le cas plus général, où ici on avait D transpose D. Et donc voilà, c'était pour ce cadre général, mais bon, je continue. Donc l'idée, c'est de dire que on va. Il manque quelque chose, c'est pour ça que je suis un petit peu perturbé. Il manque aussi que j'ai pas suffisamment détaillé ici le modèle. Bon, je reprends donc les détails qui sont là-bas. Je vais un petit peu détailler plus. La loi a priori, c'est une gaussienne avec une F0. Tandis que là-bas, ici, j'avais supposé que ce soit égal à 0. C'est pour ça que ça pose problème. Et ici, avec D transpose D moins 1 comme matrice de covariance. Et dans ce cas, l'expression de sigma chapeau et l'expression de F chapeau, ce serait égal à sigma chapeau fois D transpose D F0. Lorsque F0 est égal à 0, ce terme-là est égal à nul, donc c'est pour ça que ça n'apparaissait pas. 1 sur sigma epsilon au carré H transpose G. Et qu'on peut aussi l'écrire comme F0 plus D transpose D moins 1 H transpose. Et ici, H D transpose D moins 1 H transpose plus sigma epsilon carré I moins 1 fois G moins H epsilon. Alors, ça c'était tout le développement qu'auparavant nous avions fait. Nous avions supposé ici F0 égale 0. C'est pour ça que les choses se simplifiaient, ça s'écrivait là-bas. Mais là, ici, je vais l'écrire pour le cas général. Et l'expression de sigma chapeau, par contre, ne change pas. Par rapport à l'autre, l'expression de sigma chapeau, c'est soit 1 sur sigma epsilon au carré H transpose H plus D transpose D moins 1, ou bien sigma epsilon au carré sort, qui est H transpose H plus sigma epsilon au carré D transpose. Donc, les deux relations là que j'ai écrites ici, qui étaient pour le cas particulier où F0 est égal à 0 et que la matrice de covariance c'était identité, ces deux équations-là, le cas plus général, ce sont donc les équations qui sont ici, dans lequel F0 c'était la moyenne de la loi a priori, et D transpose D, c'était sa matrice de covariance a priori. D'accord? Donc ces deux relations-là, c'est pour le cas plus général, ce qui me permet maintenant effectivement donc, de compléter. Monsieur? Oui? Pour le F chapeau ici, si F0 égale 0. Si F0 égale 0, vous trouverez quoi? Vous trouverez sigma chapeau. H transpose G. Alors, H transpose G.
Alors, avec un terme 1 sur sigma epsilon au carré qui va, si, il va se compenser avec ça. L'écriture est légèrement différente par rapport à tout à l'heure. Si vous remplacez sigma chapeau, mettez F0 égale 0. Mettez cette expression de sigma chapeau ici dedans, vous trouverez la même résultat que là. Parce qu'il y a, j'ai fait sortir ici un sigma epsilon carré qui est écrit différemment donc de l'autre. C'est clair? Il y a un sigma epsilon carré ici qui va se compenser avec ça et vous retrouvez donc l'expression qu'il faut là. Et donc du coup, ici, je vais compléter un peu. Donc ici, ça va être D transpose D fois X1. Donc alors, quel est l'algorithme maintenant? Avec toutes ces explications, l'algorithme serait quoi? D'abord, il faudra générer E1 et E2. Ça, c'est facile. 1, générer E1 et E2. 2, remplacer, alors, pour faire créer un f tilde 0 qui serait égal à f0, parce qu'on suppose qu'on connaît f0, plus ce que j'ai marqué ici, d-1 fois E1. Et la même chose pour g tilde égale g, ça veut dire les données, plus sigma epsilon carré E2. Et ensuite, donc troisième étape, calculer par un algorithme itératif, d'optimisation itérative, la solution F chapeau, qui est ici, en remplaçant F0 par F tilde, et en remplaçant G par G tilde. Et ça vous permet de générer un échantillon suivant la loi postérieure. Alors ensuite, il faudra répéter cette expérience-là n fois. Donc vous allez à chaque fois générer E1, générer E2, calculer F tilde, calculer G tilde. F tilde et G tilde, on va le mettre ici, mais on va calculer ça, comment? De manière itérative par l'optimisation. Et on obtient donc un échantillon. Une fois qu'on a un ensemble d'échantillons, on va appliquer l'expression qui était ici. Pour calculer à la fois F chapeau et à la fois sigma chapeau. Est-ce que c'est clair? En fait, c'est surtout pour sigma chapeau qui vous intéresse, parce que F chapeau, là, en fait, à chaque fois, à chaque itération. Donc, calculerez quand même la moyenne. Alors, interprétation. Donc, générer E1 et E2, ça, pas de problème. En fait, il faut générer donc des gaussiennes centrées, ça avec la commande de rand_n, c'est facile. Ensuite, on vient perturber la moyenne de la loi a priori et on perturbe aussi les données. Ça veut dire sur les données, on rajoute un bruit.
on perturbe les données, on perturbe la moyenne de la loi a priori, on remplace ces deux-là dans ces expressions-là. En fait, on calcule F chapeau, mais pas en utilisant cette relation-là, parce que ça, on n'a pas l'expression de sigma chapeau. Mais on peut calculer la solution en remplaçant ces deux-là par l'algorithme itératif que j'ai mentionné auparavant. Une fois qu'on a résolu le problème, j'ai un échantillon. On répète l'expérience n fois. Ça veut dire que vous devez résoudre votre problème n fois. Et une fois que vous avez obtenu les n échantillons, vous calculez la moyenne, vous calculez la spécificité. Oui. Comment calculer F chapeau? Comment calculer F chapeau? Par un algorithme itératif qui est ici, par l'optimisation qui est là. En calculant le gradient de J et en calculant par un algorithme itératif que la dernière fois on en avait déjà parlé, la solution à l'itération K égale la solution à l'itération K plus 1 égale la solution à l'itération K plus un alpha fois le gradient à l'itération. Et cette gradient, c'est moins 2 fois H transpose G moins HF plus 2 lambda fois ici F, et mais s'il y avait D, ce serait donc D transpose. D. Mais ici F c'est F, si D, G c'est D. Alors, et là-dedans, effectivement, lorsqu'on est en train de mettre en œuvre ça, à la place de G, on va mettre G-til, et à la place de... Alors, ça, en fait, on va calculer ça, et à la fin, juste, on pourrait rajouter donc le F0. Parce que là-dedans, la partie de critère qui est ici, il faudra aussi que je mette le F0, parce qu'encore, il manque F0. C'est ici D fois F moins F0. Et ici, donc, ce serait F moins F0. Alors, et qu'est-ce qu'on va faire? Exactement, la perturbation à mettre, ce serait ici à la place de G, on va mettre G-til, et à la place de F0, on va mettre F0-til. Est-ce clair? Encore? Et sigma? Comment? Sigma? Quel sigma? Là, ici, pour calculer F chapeau. Exactement. Et à la fin, on revient et on aura l'expression. On revient sur l'estimateur. Voilà. Tout l'objectif, c'était de calculer F chapeau et calculer sigma chapeau. Hein? Donc, je résume. Je résume l'algorithme. Il y aura une quatrième étape à finir. Donc, est-ce que vous avez compris comment c'est basé sur quoi? L'expression donc de... Là, je pense que les relations que j'ai écrites maintenant, c'est complet. L'expression de F chapeau et sigma chapeau, pour le cas général, c'est complet. L'idée donc, c'est basé donc sur ces deux définitions-là, avec cette définition-là. La démonstration, c'est qu'il faudra montrer, avec x1 ici, y1 ici, x1 ici, y1 ici, il faudra montrer, la partie théorique, c'était qu'il faudra démontrer ceci. Ayant démontré ceci, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que l'espérance de x, c'est égal à f chapeau, et covariance de x, c'est égal à sigma chapeau. Et maintenant, si on regarde ça, en regardant ça, on voit que ici, normalement, j'avais f0, et ici, normalement, j'avais g. Si à la place de f0, je vais mettre f tilde, 0, et à la place de g, je vais mettre g tilde, on sent bien qu'on a utilisé donc cette propriété-là pour pouvoir générer donc ces échantillons. Donc, les différentes étapes de l'algorithme, on génère deux vecteurs gaussiens indépendants, on perturbe f0, on perturbe les données. Avec ce f0 et ces données perturbées, on calcule la solution par un algorithme d'optimisation. J'obtiens une solution f. À la fin donc, de toutes ces itérations, j'obtiendrai un f, un seul élément ici.
je recommence toute la manip, je génère un deuxième échantillon, jusqu'à n échantillon. Une fois que j'ai généré un échantillon, je calcule f chapeau, je calcule sigma chapeau, et j'ai la solution complète. Donc ce qui nécessite, est-ce que vous vous rendez compte donc du coût de calcul qu'il faut? S'il vous faut ici n 1000 échantillons, ça veut dire qu'il faudra que vous résolviez votre problème inverse 1000 fois. Donc c'est malgré tout extrêmement coûteux en calcul, mais l'avantage c'est qu'effectivement à la fin, vous avez f chapeau, vous avez sigma chapeau. Ce qui aurait coûté beaucoup plus cher si on voulait appliquer donc cette méthode-là, qui n'est pas, d'ailleurs, qui n'est pas possible de le faire dans certaines applications. Il n'est même pas question, dans certaines applications, il n'est même pas question de créer réellement la matrice H. Alors qu'on peut implémenter cet algorithme sans réellement créer la matrice H. Parce qu'on aurait besoin juste de résultat de HF et de résultat de H transpose, et pas de calculer donc la matrice H proprement. Ok? Alors, ça c'est évidemment pour le cas gaussien. Ben, si le cas était pas gaussien, vous voyez que les choses deviendraient encore plus complexes. Alors, on va apprendre maintenant alors, ce que je viens d'écrire, cette feuille-là, il y a une dizaine d'années, effectivement, qui date d'il y a une dizaine d'années, qui a paru aussi dans plusieurs annexes des thèses, mais que aujourd'hui, de nouveau, il y a des gens qui s'intéressent à regarder donc cet aspect-là. Et, alors évidemment, l'objectif donc des travaux aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que si, au lieu de itérer un très grand nombre de fois ici, pour arriver à la solution, pour avoir un seul échantillon, si j'utiliserais les valeurs de f à chaque itération comme un échantillon, qu'est-ce que j'obtiendrais comme performance? Autrement dit, l'objectif c'est réduire le coût de calcul et évidemment en même temps donc, étudier donc, les performances donc, des résultats qu'on peut obtenir. Ok? Bon, donc, alors ça c'était pour le cas le plus simple, le plus élémentaire. Pas de questions? Oui? Une question. Vas-y. Ici, vous avez construit X, la partie X1 et X1. Voilà, et X1, alors, j'espère que je n'ai pas manqué pour X1. Alors, oui, non, il manque quelque chose effectivement, que j'ai oublié donc de mettre tout à l'heure. Ici, voilà. D-1, E1, et ici il manquait F0. Parce que tout à l'heure j'avais commencé à l'écrire. Ça, je pose la question, parce que dans l'algorithme, c'est-à-dire que tu peux dire que F0 plus. Dans l'algorithme, j'ai mis F0 plus. Oui, non, c'est bien ça. C'est ce que j'ai marqué ici. Effectivement, donc ici, dans l'expression, il manquait F0 plus, parce que sinon ce ne serait pas concordant avec ça. En fait, X1 et Y1, c'est juste la définition pour arriver à ce résultat-là, et on retrouve l'expression ici, et l'expression ici, on la retrouve ici. C'était ça? Le point qui manquait? Okay. Non. Alors, donc, deuxième cas, deuxième situation. Alors, jusque-là, ici, on a supposé que θ était connu. D'accord? Autrement dit, c'est un cas qu'on va appeler le cas supervisé. Donc ça, la situation qu'on vient d'étudier, c'était la situation P de F sachant G et θ. C'est ce qu'on appelle le cas supervisé.
Autrement dit, on suppose θ des paramètres connus. La variance de bruit est connue. La variance du signal d'entrée est connue. Alors maintenant, le cas non supervisé. C'est la situation où on voudrait estimer aussi θ. Alors évidemment, donc on va pouvoir écrire de nouveau la règle de Bayes. Et évidemment, si θ est inconnu, il faudra lui attribuer une loi a priori de phi de θ. En général, cette loi a priori, on le prend séparable. Ça veut dire on prend phi de θ1, phi de θ2. Et ici, d'accord, P de G. Et P de G, c'est l'intégrale de le numérateur. Et donc, on cherche à estimer f et θ. Enfin, on a l'expression de f, la loi conjointe de f et θ, connaissant G. Alors, tout de suite, on voit bien qu'ici, plusieurs voies peuvent s'ouvrir. Alors, je vais utiliser les mots marginalisation et aussi le mot variable de nuisance, ou le paramètre de nuisance. Le mot marginalisation, paramètre de nuisance, ou variable de nuisance, c'est que ici il y a f et θ. Dans certaines applications, on peut être juste intéressé à θ, mais on ne s'intéresse pas à f. Dans d'autres applications, c'est f finalement qu'on voudrait, mais θ on s'en fout, parce que c'était les paramètres internes auxquels on s'intéresse pas. Donc vous voyez que il faudra, suivant donc l'application, il faudra choisir quelle est la variable auquel on est plus intéressé. Et si la variable auquel on est plus intéressé c'est f, on peut marginaliser par rapport à θ. θ on le considère comme paramètre de nuisance. Autrement dit, à partir de l'expression qu'on a ici, on peut en déduire P de f sachant G en marginalisant P de f et θ sachant G. Ou bien au contraire, si on s'intéressait à θ et pas à f, on marginaliserait par rapport à f. Alors, les mots qu'on utilise, on dit marginaliser par rapport à θ ou marginaliser par rapport à f, ou bien, en anglais on dit integrate out, ça veut dire faire sortir la variable hors du problème. Lorsque j'intègre par rapport à θ, dans l'expression finale, je n'ai plus de θ. On dit intégrer θ hors du problème. L'expression qu'on peut utiliser. Ou marginaliser par rapport à θ. Marginaliser par rapport à θ. Et bon, alors, à partir de là, donc c'est suivant l'application, à partir de là, ben, on a la loi a posteriori de f sachant G, on calcule soit f chapeau map, soit f chapeau. Et la même chose ici, soit θ chapeau map, soit θ chapeau. Donc soit, on peut faire ça, soit effectivement on est intéressé à avoir les deux en même temps, donc la solution 3, ou la solution 0, d'accord, c'est de chercher les deux en même temps.
Ça veut dire chercher f chapeau et θ chapeau conjointement. Alors là, ici, on utilise joint map, map conjointe en français, ou Gmap autrement dit, ici, on chercherait à maximiser par rapport à f et par rapport à θ, et de f et θ. Mais si on voulait calculer maintenant cette fois-ci espérance, on retrouverait la même chose qu'ici. Autrement dit, si je cherche espérance a posteriori ou θ chapeau espérance a posteriori, ça reviendrait à faire la même chose qu'ici. Parce que pour calculer ça, il faudra que je prends P de f et θ, ça changé, que j'intègre par rapport à θ d'abord, ensuite mettre f ici pour calculer l'intégrale par rapport à f. Est-ce que vous m'en suivez ou non? Et ici c'est pareil, sauf qu'ici il y aura θ, ça a changé, dr, et je change la place pour que vous voyez comment c'est fait. Mais ces deux résultats-là, ce serait la même chose qu'ici. Quand vous intégrez par rapport à θ d'abord, vous obtenez P de f, ça a changé. Ensuite, vous le multipliez par f, vous calculez l'espérance. Ça revient quand même ici. Alors, là aussi, donc, voilà maintenant la partie, je dirais donc, théorique. Mais pouvoir calculer ces intégrales-là, comme ici ou comme ici, ce n'est pas une tâche facile. Très souvent, on aimerait bien pouvoir simplifier ces calculs. Ici, de toute façon, cette optimisation ne peut se faire que d'une manière itérative. Lorsque vous cherchez à optimiser par rapport à deux quantités différentes, comment ça fonctionne? Une manière donc de faire qui est très simple, très immédiate, c'est je fixe l'un, j'optimise par rapport à l'autre. La solution que j'obtiens, je le fixe et j'optimise par rapport au premier. Ça, c'est une des solutions. C'est la solution la plus immédiate. Ça veut dire ici, un algorithme itératif, ce serait, je fixerai d'abord θ0, ça c'est l'initialisation. Ensuite, je calculerai la solution à l'itération k plus 1 égale la solution à l'itération égale argument qui maximise en f P de f et θ, mais θ prise à l'itération k. Et ensuite, donc ça c'est l'initialisation, pardon, et ça c'est les itérations. θ à l'itération k plus 1 égale argument qui maximise en θ et de f chapeau à l'itération k et θ. Et ça a changé bien sûr. C'est ce qu'on appelle optimisation alternée. Et finalement, une quatrième solution qui arrive maintenant à l'idée, c'est d'abord calculer θ, d'abord marginaliser par rapport à f, trouver θ, et ensuite l'utiliser. Donc quatrième solution, c'est une seule fois chercher θ chapeau au sens de maximum a posteriori marginalisé, argument qui maximise en θ P de θ, ça changé, qui est ici,
qui nécessite quand même cette étape-là. J'ai dit c'est facile, mais ça nécessite une intégration d'abord. Et ensuite, calculer la solution, soit maths, soit là, je vais prendre l'exemple maths, argument immersion mise en R, cette fois-ci P de R, sachant G et θ chapeau qui est calculé ici. Autrement dit, on revient au corps où on connaissait donc. Et cinquième solution. Donc, cinquième solution, c'est effectivement d'utiliser les techniques de MCMC pour générer des échantillons suivant F et θ. Par exemple, utiliser une des techniques de MCMC qui est la grille de Gibbs. Nous en avons déjà parlé dans l'autre cours. Ici, je n'ai pas beaucoup développé, mais j'en ai parlé quand même. Qui est, par exemple, générer. Donc, l'objectif, c'est générer les échantillons, générer les couples d'échantillons θ et R à l'itération 1 jusqu'à θ et R. On a parlé donc par l'échantillonneur de Gibbs, on avait dit d'abord il faudra faire générer un certain nombre d'échantillons pour arriver à un temps de choc, après continuer à générer des échantillons. Mais bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Générer les échantillons donc, de θ et de R, et ensuite calculer la moyenne et et l'algorithme de Gibbs, c'est comment génère-t-on un échantillon donc, de θ et de R? Ben, l'idée c'était de réitérer ici à l'intérieur en générant F suivant la loi conditionnelle de F connaissant G et θ, et générer θ suivant la loi conditionnelle de θ connaissant G et itérer. C'était ça, hein, l'algorithme de Gibbs. Vous vous rappelez? À partir de la loi jointe, je peux calculer les lois conditionnelles. J'initialise évidemment quelque part. Et ensuite, j'itère. F, on le met ici, θ, on le met ici. On génère l'échantillon suivant F. Et à partir de là, j'aurai un échantillon. Après avoir fait un grand nombre d'itérations ici, j'aurai un échantillon ici. De nouveau, je recommence. Je régénère un autre échantillon. Je régénère un autre échantillon. Et ensuite, et finalement, sixième méthode. Alors ça, c'est nouveau. Je crois que j'en ai déjà parlé donc, dans le premier cours. C'était des approximations. Ça aussi, en fait, c'est une approximation, parce qu'on génère des échantillons, on fait des approximations. Mais là, on appelle des approximations analytiques ou approximations variationnelles. Et en particulier VBA, Variational Bayesian Analysis, en anglais. Oui. Pour avoir un échantillon, comment on peut savoir le nombre de... Combien d'itérations il faudrait ici? C'est-à-dire, c'est quoi qui va nous limiter? Ça c'est... Alors, il existe donc un algorithme de Gibbs, évidemment, donc il génère des échantillons. Il faudra monitorer ces échantillons pour savoir si on est arrivé à la convergence. Alors, c'est un sujet assez difficile et assez encore actuel. Il existe donc des outils qui permettent
de savoir combien d'itérations je dois faire ici pour que le résultat, on puisse le considérer comme un échantillon. Là aussi, effectivement, donc il y aura deux boucles d'échantillons. Il y aura une boucle ici pour générer un seul échantillon. Après, il faut recommencer, générer un grand nombre d'échantillons. Et ensuite... Alors, parmi les approximations analytiques, il y en a une qu'on appelle l'approximation de la classe. Alors ça c'est valable, c'est une technique qui